L'OPCO Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeux des transitions de l'habitat. Merci de me recevoir pour parler de ce sujet sur l'adaptabilité. Donc, dans le cadre de tes fonctions à l'Union sociale de l'habitat, aujourd'hui, quelle est votre réflexion sur la problématique de l'adaptabilité et l'évolutivité du logement? Donc, point de départ, bon, nous représentons l'ensemble des organismes HLM de France. Ça fait 5 millions de logements. On a d'abord un constat, c'est que une grande partie du parc a été réalisée dans les années 50-70, mais même le parc qu'on a fait après, tous ces bâtiments sont en béton branché. Ils ont été quand même très largement conçus pour des familles avec enfants. Aujourd'hui, la demande de logements sociaux, sur l'Île-de-France par exemple, 50% des demandes sont des personnes isolées. Donc on voit qu'on a une inadaptation du parc de logements sociaux, mais certainement aussi du parc privé, par rapport aux besoins. Et d'ailleurs, on le constate, hein, puisque toujours en Île-de-France, le temps d'attente pour obtenir un petit logement, il est 5 fois supérieur à celui pour avoir un très grand logement, si on a une grande famille. Donc on devrait transformer les grands logements en petits logements. Et c'est extrêmement difficile, quand on a construit en béton branché, de le transformer. Déjà, il faudrait les vider complètement, et une fois qu'on les a vidés complètement, il faut rouvrir des parties de structure, donc c'est très compliqué. Donc la réflexion, elle porte vraiment là-dessus, de construire maintenant des bâtiments qu'on pourra faire bouger demain. On ne sait pas si, on peut tout imaginer, est-ce que dans 30 ans on aura besoin de plus de grands logements nouveaux, alors qu'on en aurait fabriqué des petits? C'est très difficile à savoir, parce qu'il y a 50 ans on n'avait pas imaginé qu'on n'aurait plus de familles à loger, et qu'on aurait surtout des personnes isolées. Et donc l'objectif c'est de faire des logements qu'on puisse transformer, c'est déjà un objectif. Donc adaptabilité, ça devient un objectif. Après, comment on fait pour y arriver, c'est une deuxième question. D'abord, le positionner comme un objectif. On peut passer ensuite aux approches de solutions. Il y a un peu d'expérience au travers de la transformation bureau en logement. On commence à avoir quelques expériences, donc on voit ce qu'on peut faire avec des immeubles du bureau qui, eux, sont souvent plus faits pour ça, puisqu'ils sont souvent construits en structure pot-au-poutre. Et donc on peut imaginer, on a des expériences de transformation, y compris les difficultés, à la fois techniques et parfois urbaines. Donc ça, c'est un peu spécifique au bureau, parce que les bureaux transformés en logement, on change la fonction, c'est pas, du point de vue urbaniste, ça peut poser des questions, bien que ce soit dans l'air du temps. Ensuite, alors c'est quoi un bâtiment qu'aujourd'hui on pourrait transformer? Donc effectivement, on imagine des structures beaucoup plus souples. Alors comment on va construire demain en bois, puisque la RE 2020 nous va s'y contraindre? On peut imaginer qu'on aura plus de la structure avec des cloisons qu'on puisse faire bouger plus facilement, etc. Mais c'est jamais si simple que ça, hein. D'abord, on a des questions acoustiques qui vont se poser. On aura de toute façon des questions de coût, quoi qu'il en soit, parce que c'est créer des salles d'eau. 2 salles d'eau dans un espace où il n'y en avait qu'une, par exemple, si on transforme un grand logement en petit logement. Et puis, on a des problèmes, on peut avoir des questions de hauteur sous plafond qui changent et qui créent des questions de droit de l'urbanisme, qui vont embarquer la question des gabarits. Est-ce qu'on peut faire le même nombre d'étages alors qu'on aurait des étages qui ont besoin de plancher à plancher de plus de hauteur? Est-ce que sur 6-7 étages, on ne va pas en perdre un? Donc on a besoin de faire bouger les PLU là aussi. Donc ça c'est la première approche. Alors nous, là on engage une étude
sur le sujet d'ailleurs. Elle est encore en consultation, donc on n'a pas publié le résultat de qui travaillera, mais on va faire le tour de la question avec des prestataires là-dessus. Pour aborder cette réflexion, l'angle d'attaque, ça sera quoi? Donc c'est réfléchir par rapport à des auteurs, par rapport à du référent. Comme c'est maître d'ouvrage, hein, le maître d'ouvrage, il faut qu'il connaisse l'ensemble des questions qui vont se poser, sachant qu'elles ne vont pas être traitées par lui. Parce que si on dit qu'il y a des solutions de telle nature, il saura dialoguer avec ses maîtres d'œuvre pour qu'ils mettent en œuvre ces solutions de telle nature. Mais il faut qu'il appréhende au moment où il va imaginer de faire un projet, faire une faisabilité, de candidater sur un foncier, dialoguer avec une collectivité, il faut qu'il connaisse l'ensemble du sujet. Qu'est-ce qui va changer son bâtiment par rapport à un bâtiment sur une façon de faire pour le réaliser classique, le concevoir et le réaliser classique. C'est ça qu'il faut qu'il appréhende. Il y a des trucs, hein, par exemple, aujourd'hui, on doit faire des douches sans ressaut dans les salles de bain. Donc on conçoit une salle de bain, on le fait, mais si on doit faire 2 salles de bain plus tard dans un logement, est-ce que ce sera facile de la créer à un endroit où on n'a pas mis une installation sous plancher qui permettra de le faire? Parce qu'on ne va pas faire une excroissance non plus dans le logement en dessous pour réaliser la douche sans ressaut. Donc il y a des solutions qui existent, mais si elles ne sont pas anticipées, donc est-ce qu'il faut aller jusqu'à la définition d'un emplacement? Déjà penser à l'avance des cellules, ça c'est des travaux qui sont faits en fait. Hein. Batigère a fait une étude là-dessus, on n'a pas pu le mettre en œuvre, mais ils vont le mettre en œuvre, sur un bâtiment dans lequel il y a au départ une typologie donnée, hein, type 2, type 3, type 4, et sur laquelle il y a déjà prévu des transformations possibles. Alors ce n'est pas toutes les transformations, on sait déjà que le type 4 on peut le faire en type 2, mais on ne va pas tout mettre à zéro et tout refaire. C'est vraiment, il y a en fait on va dire, sur le bâtiment, il y a 2 possibilités de faire, sachant qu'on peut changer une partie sans changer la totalité. Mais il n'y a pas 4 ou 5 possibilités d'organiser un plateau. Il n'y en a que 2. Quand on voit les évolutions des modes de vie, hein, ce qu'on a évoqué dans les premiers travaux de recherche, et avec la période du confinement, l'apport du télétravail à la maison, la prise de conscience dans une même famille qui fait qu'à un moment donné, l'école vient aussi à la maison, que la nounou, elle n'est plus externalisée, elle est internalisée, que les gens sont en horaire décalé. Est-ce que vous, dans votre réflexion, y compris au sein de l'habitat, il y a des choses qui sont pensées par rapport à ça? On a 2 sujets. Intégrer la problématique, sachant qu'éventuellement on n'y répond pas, mais intégrer les nouveaux enjeux d'usage qui sont plus mixtes, plus ouverts, et sachant qu'il y en a déjà un qu'on avait, qui est les familles, les gardes d'enfants le week-end, par exemple, qui fait que c'était déjà une question qui était dans les réflexions avant le Covid, bien sûr. Hein. Ça fait longtemps qu'il y a des personnes qui vivent seules, mais qui reçoivent leurs enfants le week-end tous les 15 jours, et qui ont besoin de place pour les recevoir. Donc c'est une réflexion qui était déjà intégrée avec des possibilités, par exemple, d'avoir un espace qui est dans un séjour, mais qu'on puisse fermer ponctuellement. C'est pas nécessairement généralisé, mais c'est des réflexions qui existent. Il y a déjà des immeubles qui ont été réalisés comme ça. Parce qu'on a une deuxième contrainte, c'est le nombre de mètres carrés que les gens peuvent payer. Parce que nous logeons des gens qui ont des faibles ressources et qui, au motif qu'ils ont besoin de plus de place, n'auront pas non plus la capacité d'augmenter la surface qu'ils occupent. Donc la réponse, elle doit se faire à surface égale. L'exemple que je donnais, assez intéressant d'avoir, peut-être pas un studio, mais un type 2, qui peut devenir ponctuellement un type 3, alors ponctuellement, voire durablement, peut devenir un type 3, simplement en fermant une cloison, éventuellement une cloison mobile. C'est ça l'idée, ce qui permet de recevoir des enfants dans des bonnes conditions, pas dormir dans le séjour quand les enfants sont là, par exemple, sans augmenter la surface. Mais ça veut dire que, comme c'est un type 2, il fait 50 mètres carrés, et quand on est plus que 2, enfin c'est un type 2 qui est éventuellement occupé par un couple, mais qui reçoit des enfants d'un des membres du couple, ben, il va toujours être dans 50 mètres carrés quand il y aura des enfants, sauf qu'il va pouvoir fermer. Mais on ne pourra pas leur dire on vous met à disposition 70 mètres carrés pour recevoir vos enfants parce qu'il y a un enjeu économique qu'on ne peut pas dépasser. Au-delà de l'habitat individuel qui intègre cette évolutivité, au niveau donc
de vos partenaires, il y a une réflexion aussi sur la gestion collective avec les évolutions de mode de vie, des besoins, sur les espaces partagés, sur des offres de services. Les orientations aujourd'hui que vous voyez le plus, c'est quoi? Alors, il y a un sujet d'espace d'accueil partagé. C'est-à-dire en fait un petit studio ou voire une chambre dans un immeuble qu'un occupant de l'immeuble peut avoir à sa disposition pour recevoir quelqu'un ponctuellement à un moment donné. C'est un sujet aussi qui peut intéresser les accompagnants des personnes âgées également. Puisque le temps, c'est une contrainte, si la surface devient trop importante, le loyer est trop élevé pour les capacités, pour les ressources des gens. Ça, c'est un premier point. Alors, le deuxième point, c'est les espaces collectifs partagés. Alors, il y a toujours la question du modèle économique. C'est-à-dire que si on les a, il faut les payer. Et s'ils sont sur le modèle des résidences, évidemment, parce que les organismes HLM sont propriétaires de beaucoup de résidences. Résidences étudiants, résidences personnes âgées, résidences jeunes actifs, résidences, tout sujet qu'on peut imaginer, handicapés. Dans les résidences, il y a les espaces partagés. Mais les résidents payent une contribution qui d'ailleurs inclut les charges, etc. C'est des modèles réglementaires un peu différents, où on facture les charges au forfait et non pas les charges au comptage individuel ou au millième. Et il y a les espaces partagés. Donc on est sur ce modèle-là. Mais si dans le modèle classique, où on paye un loyer, c'est un mètre carré multiplié par un prix, avec éventuellement des pondérations qui sont liées à la taille du logement, si on a des espaces partagés, si on veut pouvoir les assumer économiquement, il faut à un moment donné les faire payer. Alors, par contre, il existe une possibilité dans l'espace d'avoir des tiers-lieux. Ça, bien sûr, on prend le cheminement des tiers-lieux. Les tiers-lieux, ils existent un peu partout maintenant dans la ville, hein, en particulier pour le travail, mais ils ont leur propre modèle économique. Finalement, les gens, parfois, c'est simplement des endroits où on paye une consommation et où on peut le faire. Donc, on peut imaginer, par contre, ça, on le fait dans des tiers-lieux dans les bâtiments, qui seront ensuite gérés par des gens qui prennent ça en charge et qui arrivent à trouver un modèle économique, même si le niveau de loyer est relativement, qu'ils vont devoir payer parce que c'est dans un immeuble logement social est relativement faible. Mais ça ne pourra pas être mis à disposition gratuitement. Et du coup, le souvenir que j'avais de précédentes discussions, où même si on est dans le logement social, on a quand même un certain individualisme. Comment, dans les attentes que l'on peut voir aujourd'hui apparaître, cet intérêt d'aller vers du vrai collectif se construit dans vos démarches pour justement recréer du lien social, puisqu'on est dans l'habitat social? Alors, le social, il y a deux sens du mot social. Hein. Il y a social au sens du lien social, qui est on va dire le vrai sens. Mais bon, l'usage est quand même depuis très longtemps maintenant d'appeler social tout ce qui concerne l'aide. On parle de l'aide sociale. C'est en fait les gens qui ont le moins de ressources et qui ont le plus besoin de solidarité, de la collectivité, qui relèvent du social. Et donc le logement social, c'est ça en fait. Le logement social, ce n'est pas un logement de socialisation. Ce qui est important à dire, c'est que le locataire du logement social n'est pas une personne différente dans ses attentes vis-à-vis du collectif ou vis-à-vis de la société que ceux qui ont plus de ressources et qui ne sont pas dans le logement social. Après, ils se divisent en typologies. Il y a des typologies de comportement, des typologies d'attente au sein du logement social qui recoupent les typologies des classes moyennes qui ne sont pas dans le logement social, mais qui sont la très grande majorité des gens qui vivent en France. Et donc, on va trouver beaucoup de gens qui n'ont pas envie de partager avec leurs voisins, qui seront très contents de partager avec leur cercle de relations, mais qui vont retrouver ou chez eux, ou au café, ou je ne sais où, mais qui ne seront pas nécessairement leurs voisins. On organise certes la fête des voisins, on essaie de faire des choses pour faire du lien social. Alors ça, c'est un peu différent dans des lieux qui sont un peu plutôt les grands ensembles où des gens qui sortent assez peu du territoire et donc on peut repenser les choses différemment. Et c'est une ville moins ouverte, malheureusement, mais bon, tous les projets de rénovation urbaine visent à inscrire ces territoires dans la ville ouverte. Mais dans ce que j'appelle la ville ouverte, les gens, ils vivent comme les autres, ils sortent et leur sociabilité, ils ne la font pas
spécifiquement dans leur immeuble, même si on peut avoir des relations de voisinage, bien entendu. Ils la font dans des cercles, c'est des cercles d'intérêt, des cercles d'âge, des cercles, sans parler de ceux qui sont numérisés, hein, qui se font avec des gens qui ne sortent pas. Ça passera plus par du tiers-lieu, quel qu'il soit, que ce soit pour le travail, pour les activités partagées, des activités éducatives, mais pas dans une organisation de l'habitat avec des espaces partagés. Il faut dans la ville des tiers-lieux, des espaces partagés qui soient disponibles à un maillage régulier, mais dont l'usage ne sera pas réservé, parce que ce n'est pas l'attente, aux habitants du bâtiment où se trouve ce tiers-lieu. Il peut se trouver à 50 mètres dans un autre bâtiment. Parce que, effectivement, c'est ça. L'organisation des intérêts ou des cercles ne se fait pas à l'immeuble, évidemment. Dans ce résiduel de l'habitat privatif, il y a quand même ces évolutions des modes de vie, puisqu'il y a des décalages dans les temps de travail, il y a des familles à 2 qui deviennent familles à 4, et donc on a des gestions d'ambiance qui ont un intérêt fort, puisque demain, le prévisionnel de l'économie des gestions thermiques va arriver, mais il y a aussi autre chose, alors que réglementairement on est très pauvre, par exemple on n'a rien sur les conditions d'éclairage, on n'a rien sur les conditions acoustiques. Est-ce que c'est aussi des choses que... L'acoustique dans la construction neuve, il est quand même assez... parce que c'est des acousticiens qui nous diront qu'on a des obligations de résultat sur l'acoustique, ce qui est assez exceptionnel, puisqu'on a souvent des obligations de moyens dans la construction. Hein. Donc sur le neuf, il y a un enjeu acoustique sur l'existant, c'est sûr, qu'il faut prendre en charge, qu'on prend en charge quand on fait des rénovations, mais ça a des limites aussi, mais ça fait un certain nombre de choses. Après, sur les ambiances, c'est à la main de l'occupant, hein, l'éclairage. On lui apporte des points d'éclairage, que ce soit en plafonnier, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure solution pour l'éclairage d'ambiance, ou après, il y a tout l'équipement électrique qui est là, mais dans le logement, on apporte, contrairement au tertiaire, l'éclairage il est à la main de l'occupant. Mais est-ce qu'on a le même regard par rapport au tertiaire en disant on favorise par exemple la lumière naturelle? Oui, bien sûr. Je pense que la lumière naturelle dans le logement neuf, sauf à des effets très particuliers de masque, qui sont dus à des proximités qui sont un peu à l'exception et pas faciles à traiter. Quand on réhabite un immeuble en existant dans une rue étroite, on a du mal à éclairer correctement les étages inférieurs. Il n'y a pas nécessairement de solution, parce qu'il faudrait faire des très grands logements avec des puits de lumière, mais quand on fait des petits logements dans ce contexte, on peut apporter des puits de lumière comme ça. Donc en dehors de ça, quand on fait du logement neuf, c'est un sujet en soi, d'ailleurs historiquement, les grands ensembles avaient un grand avantage, hein, c'est que comme on faisait des grands immeubles, ils avaient de l'espace vide devant et il n'y avait aucun problème d'éclairement dans tous les étages. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir arriver dans les constructions en macro-lot sur les opérations d'aménagement, c'est qu'on augmente la densité. Quand on augmente la densité, on a du mal à éclairer correctement les étages inférieurs. Mais bon, l'enjeu de densité, c'est aussi un enjeu de préservation des terres. Hein. De toute façon, on est contraint à des arbitrages. Dans ce genre de questions, on est obligé de densifier parce qu'on ne veut plus faire d'extension urbaine. Densifier pose des difficultés dans un certain nombre de configurations à bien éclairer ce qui est dans les étages inférieurs. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de... Alors après, c'est vrai qu'il y a une question sur les extensions, mais ça n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que les immeubles avec les balcons fermés à tous les étages, enfin quand je dis fermés, c'est-à-dire avec des montants verticaux qui les ferment, donc c'est des montres constructifs, on a beaucoup fait dans les 70, 80, mais même 90 ou 2000, les logements ne sont pas toujours bien éclairés derrière. Et dans l'enjeu de création systématiquement d'extérieur, qui lui maintenant va devenir une norme, peut-être pas une norme imposée par la législation sur les permis de construire, mais la norme d'avoir un extérieur dans un logement neuf, on en fait beaucoup, mais qui sera presque obligatoire, parce que vraiment ça devient une attente majeure des usagers, qui est bien affirmée avec la pandémie, va reposer la question des éclairages, puisque le balcon fait un masque sur le logement qui est en dessous. Alors, sauf avoir des solutions avec des balcons décalés. Il y a des solutions qui existent, hein, qui font qu'ils ne sont pas tous en rangée verticale, mais bon, après, c'est des éléments de structure qui complexifient. Donc, ça, c'est un enjeu architectural. C'est clairement un enjeu architectural
dans des configurations qui doivent le permettre, hein, c'est-à-dire des configurations urbaines, de règles de construction qui permettent de faire ça. Je pense que là, il y a un vrai travail d'architecture à faire. Et aujourd'hui, la demande, donc, au-delà de ce besoin d'espace extérieur privatif, on a cette réflexion sur les jardins partagés, enfin la notion d'ouverture, à travers les chantiers que vous avez accompagnés, ou les maîtres d'ouvrage que vous avez accompagnés. Qu'est-ce qui ressort le plus sur ce qui marche bien et ce qui ne marche pas, et pourquoi sur les espaces partagés extérieurs? Il y a eu une tendance importante, hein, portée par l'ANRU, donc sur le programme national de rénovation urbaine et prolongé sur le nouveau programme national de rénovation urbaine, qui en fait devait répondre à une problématique. La problématique, c'était les espaces extérieurs sans usage, indéterminés. Alors tout à l'heure, on a parlé de la Seine-sur-Mer. Quand on allait, quelques années, on allait à Berthe. Essayer de trouver une adresse à Berthe, dans une Berthe, quand on ne connaissait pas, c'était impossible. C'est-à-dire qu'il y avait des immeubles qui étaient plantés dans un terrain vide. Et l'adresse, le facteur la connaissait, mais un visiteur ne la connaissait pas. Donc l'idée, c'est on trace des voies, et en fait, tout ce qui n'est pas la voirie, avec ses trottoirs, ses arbres, tout ce qu'on veut, c'est privatisé. C'est un peu la résidentialisation. Donc ou c'est partagé par l'immeuble, ou c'est carrément privé, c'est-à-dire on donne à l'occupant du rez-de-chaussée pour en faire un jardin. Alors cette tendance a eu un bénéfice, c'est qu'on a refait de la ville qui ressemble un peu à la ville, c'est-à-dire une voie, on peut y circuler, puis on connaît son nom, il y a les numéros des immeubles, on a des accès, ça ressemble à la ville. On est passé d'un ensemble indifférencié à un ensemble bien différencié, avec public, privé collectif, privé individuel. Ça a eu tendance à supprimer le privé collectif, voire le public collectif. Bon. Donc maintenant, on voit bien quand même qu'il y a une tendance à revenir, alors, si on parle des grands ensembles de logement social, en particulier pour faire des jardins partagés. Parce que les jardins partagés ont trois fonctions. Une qui correspond à la suite de ce que je venais de dire sur l'aménagement des espaces. Un second qui est de faire du lien social, on fait faire des choses aux gens ensemble. Et le troisième qui est sanitaire, c'est-à-dire d'abord on peut produire des produits sains, et on apprend aussi finalement en même temps qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on mange un légume, pourquoi on mange moins gras, etc. etc. C'est l'occasion aussi. Pour que ça marche, il faut que ce soit animé. Donc, il faut un jardinier qui accompagne ces gens-là. On peut trouver des espaces qui sont des jardins partagés dans les villes où les gens viennent. Alors, je ne parle pas des jardins familiaux dans leur tradition où chacun sait faire, hein, et où des gens qui prennent un jardin mais qui peut être loin de leur logement, dans les jardins familiaux, et où effectivement les gens qui viennent là, bien sûr ils s'aident, ils s'apprennent des choses réciproquement, il y a un peu d'animation, mais en fait au final chacun sait faire, il fait sa propre culture. Là on est sur un enjeu d'éducation à l'agriculture urbaine, au potager, qui est beaucoup plus important et qui ne peut pas se passer d'une animation. Tout cet enjeu social au sens lien et non pas réponse à des gens défavorisés, un sens que ce soit péjoratif, comment ça peut prendre forme, ça peut prendre vie? Est-ce que ça dépend des bailleurs sociaux? Mais s'il faut une tierce personne, est-ce que les bailleurs sociaux sont capables de le prendre en charge? Ou est-ce que ça met en jeu une vraie politique de la ville? On a la rencontre des deux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de projets qui sont portés par les bailleurs sociaux, qui passent par des structures associatives spécialisées, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, c'est pas leur personnel en propre, hein, mais ils passent par des gens qui font ça, qui sont généralement. Il y a quelques bailleurs sociaux qui ont encore des jardiniers, bon, c'est une parenthèse, mais qui ont gardé des régies avec des jardiniers, mais beaucoup ont externalisé le travail auprès de sociétés spécialisées, hein, enfin de paysagistes. Et donc, quand ils développent ce genre de démarche, ils font appel plutôt à un secteur associatif qui existe, hein, qui structure, qui se développe et qui permet de mettre à disposition des gens qui savent faire à la fois l'animation du collectif et le potager. Ça marche bien. Alors, c'est souvent associé à la politique de la ville, donc à des moyens qui sont liés ce qu'on appelle les DSU, enfin tous les dispositifs de financement des activités politiques de la ville,
Et c'est souvent accompagné, voire même à l'initiative de la collectivité. Et est-ce que vous, en tant qu'organe gestionnaire et un peu superviseur, ça peut vous arriver de refuser d'aller offrir un contrat de co-construction logement social si vous ne sentez pas la ville engagée là-dedans? Quand il y a une opportunité de construire, on construit. Après, le projet qu'on fait, c'est le projet qu'on peut faire. Il peut être un projet bien privatisé et sans rien. Mais souvent, les opérations de construction neuve aujourd'hui réalisées ne sont pas de très grande taille. Donc, elles n'embarquent pas cette question, par exemple, du jardin partagé, comme un grand ensemble qui existe. Là, j'ai parlé beaucoup de l'existant. On a quitté depuis longtemps le sujet de l'évolutivité, mais on est sur l'extérieur. En fait, les jardins partagés aujourd'hui qu'on crée, c'est surtout dans les grands espaces existants, dans les ensembles, pas nécessairement des ensembles de 3000 logements, comme Gilbert dont on parlait tout à l'heure, mais des ensembles de 400-500 logements où il y a des espaces collectifs qui sont assez importants et où on peut vraiment créer quelque chose. Mais ça, c'est sur de l'existant. Aujourd'hui, on ne réalise pas d'ensemble de 400 logements sociaux. Jamais, hein, c'est 50, 80 maximum par immeuble sur un site donné. Justement, par rapport à ce lien social, si je ramène 40 logements, c'est quand même peut-être 200 personnes, c'est pas anodin, avec des besoins qui sont multiples. Est-ce que du coup, dans cette réflexion urbanistique, je n'implante pas que du logement, je fais de l'habitat, et cet habitat, il a une autre connotation? Oui, mais il faut voir qui a la main. C'est-à-dire que quand on a une parcelle dans un espace urbanisé qui permet de faire 40 logements, celui qui réalise les 40 logements, il n'a pas la main sur l'urbain. S'il faisait 400-500 logements, il aurait déjà un peu la main sur de l'urbain. Mais s'il fait 40 logements, il ne l'a pas. Donc c'est bien la collectivité qui a la main sur l'urbain. Donc si effectivement, comment on insère un collectif de 40 logements dans de l'espace pavillonnaire familial, c'est une question qui se pose, mais qui est avant tout la responsabilité de celui qui a la main sur l'urbain. Donc si ce n'est pas un territoire d'aménagement, avec un aménageur, c'est la ville, la collectivité ou l'agglomération qui en a la charge. Et le constructeur, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre par rapport à ça. Il n'a pas des moyens. Il peut bien sûr dire, ça serait bien dans ce projet, le quartier a besoin d'un espace partagé, on peut faire un espace partagé en rez-de-chaussée, mais il faut qu'il soit partagé avec la collectivité. Parce que c'est un enjeu qui dépasse celui de l'immeuble. Mais justement, dans le cadre de l'évolutivité, de l'adaptabilité qui prendrait en compte ces nouveaux usages, ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut pousser, sans être critique vis-à-vis des collectivités, mais ils n'ont peut-être pas ce regard. Oui, alors ça va dépendre de la collectivité. Le dialogue, il existe en permanence entre des organismes HLM et les collectivités sur les territoires dans lesquels ils interviennent. Donc après, elles sont plus ou moins sensibles à certains éléments, elles ont des politiques qui sont posées, ils ont des marges d'urbanisme qui sont posées. Donc ça se construit dans un dialogue. Mais ça ne peut pas être exclusivement, à ces échelles-là, à la main de celui qui réalise l'immeuble. Il faut partager l'objectif. Et puis si l'objectif va partager, ben, le rez-de-chaussée, on y fera du stationnement. Qu'est-ce qui peut bloquer pour avoir cette approche un peu globale? Ce n'est pas nécessairement que ça bloque. C'est que si on a une maison pour tous à côté, on n'a pas besoin de faire un tiers-lieu au rez-de-chaussée. C'est tout. Quel est le besoin d'un territoire plus large et qu'est-ce qui y répond? Et s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de raison non plus d'en discuter dans la réalisation d'un immeuble. Pour les maisons HLM, les enjeux sont plutôt dans des espaces en transformation qui ont une grande taille que sur la construction neuve, qui est en taille réduite et qui s'insère dans des dispositifs urbains existants. Ou neufs, mais c'est pareil, ils sont neufs, mais du coup il y a une opération d'aménagement plus large et qui prévoit elle aussi des équipements, mais qui du coup aura tendance à positionner aussi des équipements en rez-de-chaussée d'immeubles et donc à le mettre dans le cahier des charges de ceux qui réalisent des immeubles. Dans les opérations que tu peux connaître et que vous accompagnez, il y a vraiment ce regard entre l'habitat et l'urbain. Est-ce qu'il est vraiment si rapproché? Non, sans doute pas. En creux, il y a un enjeu d'utilisation des rez-de-chaussée, quoi qu'il en soit. Et dans les espaces urbains, sur rue par exemple, mettre un logement rez-de-chaussée, c'est un problème, parce que tous les passants frappent à la fenêtre le soir, rien que parce qu'ils ont envie de s'amuser, et puis ça dérange tout le monde. Donc on voit bien que c'est pas si évident. Alors après, c'est en creux, hein, c'est-à-dire que par rapport à ça, on trouve des réponses. Alors, il y a des espaces qui sont dédiés au commerce,
Mais bon, ça, on met les commerces là où les gens passent, dans les rues, etc. On ne met pas les commerces partout. Mais après, les équipements publics, il y a plein de choses, voir des bureaux et tout. On peut aussi imaginer qu'on met ça là-dedans. Mais je pense que, de toute façon, le constructeur, ce n'est pas l'aménageur et ce n'est pas l'urbaniste. Ce n'est pas lui qui a la main sur l'urbanisme. Il ne faut pas déplacer le problème. Il y a la responsabilité de la collectivité. Si on veut travailler sérieusement sur l'évolutivité et l'adaptabilité, on ne peut pas réfléchir que construction, il faut réfléchir à aménagement. Mais il y a deux sujets. Il y a celui de l'adaptabilité du logement, c'est-à-dire j'ai d'abord une typologie de besoins, déjà en surface, qui évolue avec la réduction de la taille des ménages, qui est ancienne, qui a commencé il y a 25 ou 30 ans, et qui va finir à ne descendra pas en dessous de 1, ça c'est sûr. Et donc ça, c'est un premier point. Donc là, il faut qu'on puisse faire bouger les cellules. Adaptabilité des cellules. Il faut intégrer des nouveaux besoins, parce que si on travaille à domicile, on a un nouveau besoin. Si on est deux à travailler à domicile, il faut que les deux personnes qui veulent bien partager la chambre à coucher pour dormir ne la partagent pas pour travailler. C'est évident. Donc c'est des sujets qui, lui, comme on l'a dit, est confronté au problème du coût de mètre carré construit et des surfaces. Parce qu'il y a un nouvel usage. Parce que l'employeur, il paye... Enfin, nous, c'est le cas, on est en télétravail, il nous donne une petite indemnité parce qu'on utilise de l'électricité, mais c'est tout. Donc si on n'a pas d'espace, on n'a pas d'espace. Il ne va pas nous payer l'espace. Alors qu'il pourrait, parce qu'avec le temps, puisqu'on voit bien que les bureaux sont moins occupés. Mais c'est bon, il faut un temps d'adaptation. Si on passe sur des bureaux partagés, on réduit la surface des bureaux, on pourrait aider les gens à avoir des surfaces plus grandes dans leur logement. Mais c'est une autre question. En tout cas, ça peut être que dans le temps. Ça, c'est l'adaptabilité par rapport à typologie des ménages et aux besoins des ménages. Donc, après aussi les enjeux de vieillissement, d'accompagnement, de personnes aidantes, etc. Ça, c'est un enjeu qui se joue à l'échelle du bâtiment et de l'adaptabilité du bâtiment. Donc, on a parlé au début, ça, pouvoir faire bouger les cellules, avoir éventuellement des chambres partagées qu'on peut occuper chacun à son tour parce qu'on a besoin ponctuel. Bon, ça, c'est des formes de réponse. On peut y penser, on a dit les tiers-lieux, c'est-à-dire décompresser un peu quand je vais travailler, il faut que j'aille ailleurs. Ça doit exister sur un maillage, mais qui n'est pas l'immeuble. D'accord. Après, l'urbain. L'urbain, c'est en tant que promoteur, constructeur de bâtiments, donc, on peut dire, on analyse le besoin sur l'urbain comme ça, parce qu'on peut parler de la mobilité aussi. Mais on n'a pas la solution, on n'a pas la main pour le faire. Parce que l'urbain, c'est la ville qui s'en occupe. Enfin, la ville, au sens commune, collectivité, agglomération, ceux qui ont en charge l'urbain. Donc on ne peut que donner une philosophie, développer des points de vue, mais on n'a pas la main pour le faire. On pourrait parler de la mobilité, par exemple. Donc il y a un sujet sur la mobilité qui ne change pas la façon de faire, mais qui change les besoins en équipement, c'est la mobilité électrique. Donc aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on travaille. Il y a équipé évidemment les parkings en borne pour les usagers du bâtiment. Ça, c'est un enjeu technico-économique sur lequel il y a des solutions qui s'esquissent. Et après, il y a l'enjeu d'utiliser les parkings existants pour des gens qui ont besoin ponctuellement de recharger des véhicules et non pas de manière permanente, en tant qu'il s'agit du bâtiment. Parce qu'en plus, il y a des dispositifs de droit à la prise, etc., qui sont en place. Et l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas le droit, c'est le financement. Un peu technique, parce qu'il faut que si on mettait tout le monde à charger en même temps, on aurait des problèmes de puissance électrique qui renvoient à autre chose. Ça devient un débat technique à un moment donné. On toujours dit que le droit à la prise existe et que se mettent en place des dispositifs avec des partenaires, Enedis bien sûr, mais d'autres, des financeurs pour avoir des solutions. On a déjà annoncé au congrès HLM avec la Caisse des dépôts qui pourrait prendre en charge l'équipement et récupérer son investissement sur la location. Sur la consommation électrique, ce qui permettrait, si on ne s'en sert pas, on ne paye pas. Bon, c'est des solutions qui se mettent en place. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, parce que là, on croise l'urbain et le bâtiment, c'est des véhicules qui ont un besoin ponctuel, qui sont aujourd'hui, auxquels les villes essaient de répondre sur rue, qui pourraient rentrer dans certains bâtiments pour se connecter. Là, c'est un travail sur lequel on est, qui pose d'autres questions, puisque on sait que si on reçoit des publics en nombre qui n'est pas habitué au bâtiment, on entre en ERP, en établissement de recevement du public, donc il faut d'autres normes d'évacuation, parce que le reste est facile c'est l'équipement léger,
mettre des systèmes de détection d'incendie ou de fléchage lumineux, c'est assez simple. Par contre, s'il faut créer un escalier d'évacuation, c'est plus compliqué. Donc on voit qu'il y a des limites, hein, ils sont bien posés, hein, parce que les pompiers savent bien poser les limites là-dessus, dans ce jeu technico-économique et réglementaire, qui n'est pas si simple, mais c'est un sujet sur lequel on peut travailler. Dans des villes qui sont avancées sur le sujet, comme Paris, c'est un peu plus facile que d'autres, mais enfin, c'est un sujet sur lequel on peut travailler. Il y a un enjeu, et c'est bien un enjeu sur la mobilité. Par exemple, on met un croisement de l'urbain et du bâtiment qui devient au service d'un espace urbain plus large. Au-delà de l'aménagement, donc je retiens que j'ai une surface que je ne peux pas étendre parce que sinon c'est un enjeu financier. Est-ce que dans votre démarche à vous, il y a un travail de coopération avec les fabricants, les équipementiers pour innover sur l'aménagement intérieur? Sur les équipements intérieurs, mais sachant toujours que le logement est peu équipé. En plus, la réglementation sur le logement social fait que si on met des équipements, par exemple si on mettait des cuisines aménagées, ce que parfois on fait pour des raisons de maîtrise de la dépense énergétique par exemple, ils ne sont pas valorisables dans le loyer. Parce que la réglementation du logement social est faite au mètre carré utile. Donc l'équipement, on ne paye pas. Et par contre, si on le met dans le loyer, on est obligé de le remplacer quand il ne fonctionne plus ou de le réparer. Et donc c'est pas si simple que ça, pour ces raisons-là. Donc cela dit, globalement, le logement n'est pas équipé. Donc autant dans des espaces, dans des bâtiments ou des logements qui sont dédiés à des personnes qui ont des handicaps, par exemple visuels, on peut travailler spécifiquement, parce que c'est des endroits qui leur sont dédiés, sur des aides au déplacement, de type certains cheminements lumineux, des choses comme ça. Ça peut se faire, mais on ne peut pas le généraliser en dehors de ces espaces. C'est déjà pour des raisons économiques, c'est-à-dire un locataire vieilli, il a une difficulté visuelle, on peut imaginer des adaptations. Mais ensuite, il va partir, le suivant, il n'en aura pas besoin. Donc, si on veut vraiment avoir une approche globale là-dessus, on se rend compte qu'on sort de l'esquisse économique. Sauf évidemment à le faire dans des résidences spécialisées, qui elles, ont leur équilibre économique qui inclut ce service-là. Du coup, on ne sera pas en avance sur les innovations, sauf pour ces bâtiments spécifiques. Quelque chose dont on aurait oublié de parler, qui serait intéressant à mettre en débat collectivement avec des experts différents? Le point d'entrée pour nous, le premier enjeu sur l'adaptabilité, juste pour revenir là-dessus, c'est d'abord l'adaptabilité des immeubles en changeant les typologies ou l'organisation des cellules en fonction des tailles et des usages. Parce qu'on est propriétaire de bâtiments d'abord.